Je vais aujourd'hui parler de trois choses. La première, c'est comment, en fait, dans le cas français plus spécifiquement, il y a une destruction, puisque c'est un des éléments importants qui pose problème aujourd'hui dans le monde de l'agriculture. Comment on trouve des solutions aujourd'hui, et comme il y en a déjà qui fonctionnent. Et pour cela, je vais m'appuyer sur l'agriculture biologique, qui est un peu décriée actuellement, mais qui est un exemple très concret de transition agroécologique qui a fonctionné et qui peut continuer à fonctionner, auquel on oppose souvent des problèmes en termes de productivité et de souveraineté alimentaire, sur lesquels je vais aussi revenir. Alors, tout d'abord, cette question de la souveraineté alimentaire est revenue vraiment en première ligne dans l'agenda politique, et il y a une certaine, je dirais, mauvaise foi autour de ce sujet qui, je dirais, a pour principal objectif de poursuivre un modèle agricole qui est aujourd'hui dans une forme d'impasse. Alors, ici, vous avez l'exemple des niveaux de dépendance qu'on évoque en France. Et vous voyez, par exemple, pour le blé dur, on est autour de 75%. Et en fait, il y a un petit problème, c'est que quand on parle souvent de cette dépendance et de cette souveraineté alimentaire, donc on va invoquer le fait qu'on importe beaucoup. Là, donc effectivement, vous retrouvez la dépendance aux importations pour le blé dur qui est de 75%. Mais si vous regardez le taux d'approvisionnement sur la base de ce qu'on produit en France, on est à 148%. En réalité, on est un pays énormément exportateur. Et de fait, si on renonçait à certaines formes d'exportation et aussi certaines cultures d'exportation, la souveraineté alimentaire ne serait plus un problème. Vous voyez, les chiffres là sont pour différents types de cultures. Et si je résumais, en fait, le problème qu'on a aujourd'hui, il n'est pas tant lié à une question de souveraineté alimentaire qu'à un modèle productiviste, pour le dire, il y a un compromis productiviste autour de l'agriculture, qui est toujours en place. Vous avez ici une évolution à la fois du nombre d'exploitations, dont vous le savez tous, leur nombre ne cesse de baisser, et des surfaces qui sont au sein de ces exploitations qui, elles, ne cessent d'augmenter. Et donc, même au regard du dernier recensement agricole, on constate que les exploitations sont toujours plus grandes et leur nombre est toujours plus faible. Je dirais qu'une des premières destructions qu'a généré le modèle agricole actuel, c'est une destruction de l'emploi, une destruction du travail agricole qui a été dévalorisé et qui a été sacrifié au nom d'une productivité envisagée comme seul indicateur. Il ne faut pas nier que la productivité est essentielle dans un monde où la population croît et où elle a permis, pendant les 30 Glorieuses, de faire face à une forte croissance démographique dans notre pays. Donc il ne s'agit pas de remettre ça en question, mais de montrer que ce modèle a atteint un certain nombre de limites qu'il sont importants de traiter, en fait, tout simplement. Alors, c'est un modèle aussi qui est extrêmement dépendant aux produits phytosanitaires. On avait un engagement de la France de baisser de 50% les produits phytosanitaires entre 2010 et 2020, et on a connu une augmentation de 14%. Ce modèle qui est donc encore aujourd'hui très largement, comme je disais, productiviste, conduit à des pertes de surfaces agricoles qui sont assez favorables à la biodiversité, mais aussi producteurs de ce qu'on appelle les services écosystémiques, comme la filtration de l'eau, le recyclage des déchets organiques, la limitation de l'érosion des sols. Vous voyez par exemple les surfaces toujours en herbe, ou les cultures permanentes, voire les jachères. Et en revanche, les cultures annuelles et maraîchères sont, elles, en forte augmentation. Les conséquences sur le vivant sont massives. Vous avez ici une évolution des oiseaux communs qui sont discriminés selon leur type d'habitat. Eh bien, on le voit, les oiseaux qui souffrent de la plus forte érosion, ce sont les oiseaux associés au milieu agricole, les alouettes des champs. Si vous savez reconnaître une alouette des champs et que vous vous baladez en zone rurale, vous verrez qu'il n'y en a plus. C'était un oiseau très abondant il y a encore quelques années. Donc un impact sur la biodiversité, un impact sur un autre taxon, ce sont les chauves-souris, qui en fait voient leur effectif baisser très fortement du fait de la disparition des insectes. Et puis aussi, du côté de l'être humain, une augmentation de maladies chroniques de plus en plus reconnues par la médecine du travail et dont on sait aujourd'hui que, en fait, les générations d'agriculteurs qui ont vécu avec ce modèle dans les années 70 et 80 et 90 connaissent une forte augmentation de la morbidité. Le coût social de ce modèle a été calculé, ne serait-ce que pour un aspect, les pesticides.
Vous avez ici, et je ne vais pas rentrer dans le détail, un bilan détaillé, et je vous invite à le lire. C'est une publication du Bureau d'études basiques qui est vraiment fondée sur des éléments scientifiques robustes. On constate qu'on a à peu près aujourd'hui autour de 2,3 milliards de coûts sociaux associés à l'usage des pesticides en Europe. Il faut savoir qu'on est sur des bénéfices de ce secteur d'activité qui sont inférieurs à 1 milliard à l'échelle européenne. Donc ça veut dire qu'on est sur une base strictement de ratio coût-bénéfice dans une situation qui est assez peu justifiable. Alors, comme je le disais, je vais maintenant parler des solutions et notamment de l'agriculture bio. Alors je ne suis pas au départ quelqu'un fondamentalement attaché à cette agriculture bio, mais en tant qu'économiste, ce que j'ai constaté, c'est que c'est le seul modèle agroécologique qui a rencontré son public, qui a eu un succès au cours des 20 dernières années, un succès massif. De ce point de vue-là, c'est un modèle qui est intéressant à regarder dans le détail. Vous ne le savez peut-être pas, mais on a 10% de nos surfaces agricoles aujourd'hui qui sont en bio. Donc on ne peut pas nier le succès. D'ailleurs, c'est un des seuls secteurs où on a une augmentation de l'activité en France dans le monde agricole. Si l'agriculture bio représente aujourd'hui 10% de nos surfaces agricoles utiles, ce qu'on appelle les SAU, ça représente près de 20% du travail. Presque un agriculteur sur 5, que ce soit un fermier ou un travailleur agricole, est associé au bio. On ne se rend pas compte, mais le bio, ça crée des bénéfices que je vais évoquer d'un point de vue environnemental, mais aussi d'un point de vue social. Un élément qui est un marqueur très important de nos mondes ruraux aujourd'hui, c'est une détresse sociale, un isolement, un mal-être très profond dans les sociétés agricoles. Et le fait de remettre des travailleurs dans ces espaces, ça permet de limiter des phénomènes de solitude. Ça peut paraître anecdotique parce que, vu comme ça, on se dit c'est très peu d'emplois, mais en réalité, au quotidien, ça joue un rôle fondamental. Ici, bon, là, vous me pardonnerez mes slides de scientifique, mais c'est pour souligner que quand vous êtes dans une agriculture conventionnelle, vous avez une part du capital dédié à ce qu'on appelle le capital physique, le capital artificiel, qui est très importante par rapport au capital humain et naturel, qui sont les deux capitaux, le capital humain et le capital naturel, qui ont été à l'origine de l'agriculture, qui ont été à l'origine, évidemment, de toutes les transformations que nos sociétés humaines ont connues au cours des siècles. Donc là, on est sur un basculement très fort, hein, encore une fois, qui a permis une explosion des rendements, donc il ne faut pas nier les bénéfices de ce phénomène. Mais dans une société où on appelle à une forme de réduction et de sobriété énergétique, vous le voyez ici, vous avez les bilans sur la consommation d'énergie fossile, à travers les fertilisants, à travers les carburants, à travers les systèmes de protection des cultures phytosanitaires. Vous pouvez comparer C, c'est le conventionnel, O, c'est l'organique. La consommation d'énergie fossile est, selon les pays, entre 3 fois moins importante pour le bio que pour le conventionnel. Et dans certains pays comme l'Espagne, où on est sur des caractéristiques très particulières liées au maraîchage sous serre, sur des gains qui sont plus faibles. Mais en tout cas, c'est un élément sur l'aspect carbone qui est central. Alors, comment on peut se passer en fait de ces énergies fossiles, de ces produits phyto? Eh bien, en fait, on a recours à ce qu'on peut appeler l'ingénierie écologique. L'ingénierie écologique, c'est l'idée qu'on va devoir retravailler sur la diversité culturelle, la diversité des variétés, les rotations. Hein. Le monospécifique tout au long de l'année avec du maïs, c'est source d'épuisement de l'eau. Hein. C'est des espèces qui sont irriguées, qu'il est nécessaire d'irriguer, puisque le maïs, c'est une espèce exotique, tropicale, qui donc nécessite de gros apports en eau. Ça, c'est des choses qui, effectivement, sont plus durables. Il faut plutôt des variétés relativement rustiques, qui soient plus résilientes à des parasites, qui puissent ne pas être irriguées. Il va falloir aussi faire appel à des couplages culture-élevage. Dans les rotations agricoles, il faut faire appel à des variétés qui vont recréer de la fertilisation de manière naturelle, notamment les légumineuses. Et puis vous pouvez aussi travailler sur votre paysage en reconstituant les talus qui hébergent des espèces qui elles-mêmes vont permettre de réguler des ravageurs, les oiseaux insectivores, mais aussi les rapaces qui vont limiter l'abondance de rongeurs. Ce sont toutes ces petites astuces qui sont mises en place par les agriculteurs bio tout au long de leur activité,
Au début, ils s'en sortent difficilement parce que le changement d'activité est très compliqué, mais petit à petit, ils innovent, ils partagent des informations, ils fonctionnent beaucoup par des réseaux WhatsApp et des choses comme ça, où ils partagent des informations pour trouver des solutions concrètes au quotidien en se passant des énergies fossiles, voilà, disons des pesticides. Bon voilà, je passe. Alors les gains. Ici, vous avez représenté les gains pour la biodiversité. C'est basé sur 94 études qui sont elles-mêmes des études, ce qu'on appelle les méta-analyses, donc un ensemble de données extrêmement important. Et ce qu'on constate, c'est qu'on a à peu près des gains de 30% de la biodiversité sur des parcelles bio. Ça appelle à des nuances selon les types de taxons, hein, les types d'espèces qu'on vise, mais c'est un fait indéniable. On ne peut pas aujourd'hui réfuter ce fait. Il y a aussi des effets sur les consommateurs, ce que l'on ne savait pas il y a encore quelques années, à savoir que le bio avait des effets sanitaires, y compris sur le consommateur. On le savait pour le producteur, mais on ne le savait pas pour le consommateur. Aujourd'hui, de plus en plus de publications nous montrent que la fréquence de maladies chroniques est plus faible pour les consommateurs bio que pour les consommateurs conventionnels. Alors là, c'est pour parler de... Excusez-moi aussi pour ce type de diapo. C'est juste pour vous dire, et ne lisez pas les choses, c'est pas la peine, c'est que quand on fait du bio, évidemment, l'argument d'autorité, c'est de dire vous perdez de la productivité, donc ça n'est pas possible. Donc c'est 25%, autour de 25% de baisse de productivité, avec des fortes variabilités selon que vous êtes sur les fruits et légumes, sur les céréales, etc. etc. Alors, ça c'est indéniable. Ce que nous dit cette diapo, c'est que le différentiel, en fait, si on intègre le phénomène d'apprentissage, c'est-à-dire après quelques années, les agriculteurs bio sont bien meilleurs dans leur capacité à travailler avec l'écosystème, ce qui fait que les baisses ne sont plus que de 17-18%. Donc déjà, il y a des gains d'apprentissage, et ce qui est évident quand on pense à des formes de transition. On apprend dans une transition, c'est logique. J'insiste par ailleurs sur le fait que les recherches dans le domaine agronomique ont été largement focalisées sur le conventionnel depuis une cinquantaine d'années, donc un système qui est industriel, hein, pour le dire simplement. Retrouver des méthodes qui étaient dominantes avant cette révolution, finalement, ça veut dire réinvestir dans la recherche. Ça peut paraître paradoxal, mais en fait, il faut retravailler. Voilà. Et en plus, avec les nouvelles technologies dont on dispose pour le faire. Donc on peut clairement augmenter les gains de productivité sur ce point. Dernier élément, on voit que les pertes de productivité sont moins importantes pour les surfaces non irriguées que pour les surfaces irriguées. En France, les surfaces irriguées, c'est 6-7% hein, des surfaces agricoles, c'est pas énorme. C'est vraiment un tout petit secteur, en fait. Un problème qu'on constate, c'est que pour faire face à cette baisse de productivité, il y a des solutions, comme par exemple les subventions, qui peuvent aider à supporter en fait un secteur qui a besoin de ce type d'aide parce que les coûts sont plus élevés, surtout en ce moment avec la conjoncture actuelle. Ce qu'on constate, c'est qu'en France, ici, dans cette diapo, on est le seul pays européen qui donne moins de subventions au secteur bio qu'au secteur conventionnel quand on le ramène à des indicateurs économiques comme les unités de travail agricole ou l'excédent brut d'exploitation. C'est quelque chose qui est aujourd'hui encore réfuté par le ministère de l'Agriculture, qui, quand ça m'arrive d'évoquer ce point dans différentes arènes, on me répète que non, à la surface, les agriculteurs bio touchent plus de subventions. En fait, si on ramène ça à des indicateurs d'exploitation, hein, c'est des subventions d'exploitation, c'est des subventions qui sont plus faibles. On est le seul pays européen, hein, donc c'est quand même, ça montre une approche. Il y a d'autres pays qui ont choisi de réorienter la politique agricole commune de manière différente. Je vais passer ça. Excusez-moi. Alors, sur un pays comme la France, imaginez passer au tout bio, ça n'a rien d'aberrant. Vous aviez 72% de notre territoire en 1950 qui était utilisé pour l'agriculture, ce n'est plus que 50% aujourd'hui, et ça continue à baisser. On a 1000 km² qui partent en friche tous les ans. C'est quelque chose de colossal, assez peu connu aussi. On pourrait tout à fait imaginer remettre en place des pratiques agricoles, je dirais douces, ou disons basées sur de l'agroécologie aujourd'hui en France, pour compenser les éventuelles pertes de rendement qui seraient associées à une transformation, le tout en bio. Par ailleurs, on a aussi un questionnement autour des modes de consommation qui peut être évoqué. Est-ce qu'on va rester sur une consommation aussi carnée que depuis, disons, l'après-guerre? Enfin, l'augmentation qu'on a connue depuis l'après-guerre, il est possible que non. Donc, en tout cas, on a possibilité de désintensifier, de déspécialiser. On a aussi à garder à l'esprit le fait que la part de
ce qu'on appelle le panier de consommation du ménage dédié à l'alimentation n'a cessé de baisser. Et ça, c'est aussi questionnable. Est-ce qu'on ne peut pas réinvestir dans la qualité, finalement, de cette consommation? Et dernier élément, et après je vais m'arrêter là parce que je suis en train de dépasser le timing. Il y a des moyens pour limiter le problème du prix. Clairement, c'est le dernier argument d'autorité, c'est le bio, c'est pour des gens qui ont les moyens. Ça n'est pas si vrai que ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des évidences autour de ce sujet. Les coûts sont plus élevés. Mais si on travaille sur de la vente directe, qui représente encore aujourd'hui, enfin qui représente 10% aujourd'hui de la vente de bio, on baisse les prix de manière très très importante. Je vais donner vraiment une anecdote à titre personnel. Moi, j'ai pour une famille de 4 personnes, un panier via la MAP qui me coûte 12 € pour l'ensemble des légumes que je consomme pendant une semaine avec enfants. Voilà. Je pense que c'est des prix qui sont raisonnables et qui, clairement, aujourd'hui, on le constate quand on fait des études, permettent de réduire ce problème. Et en plus, aide les agriculteurs à faire face à des problèmes de variabilité. C'est le principe des AMAP. Ça aide à faire face aux problèmes de variabilité puisque vous achetez un panier, mais pas dans le détail le contenu. Et donc, ça réduit énormément le gâchis, ce qui est aussi un facteur de coût important et de prix plus élevé. Donc, il y a pas mal d'options pour avancer sur ce sujet. Et malheureusement, c'est ma conclusion qui n'est pas très optimiste, en France, on n'a pas d'acteurs politiques qui poussent vers une transition de ce type-là. Ou en tout cas, c'est très, très timide. Merci.